tous. Alors, heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une conférence dont le thème sera le développement durable. Vous avez la chance... Alors, le format de cette conférence est un peu particulier. Il y a des caméras, puisque cette conférence est filmée, puisqu'elle sera après diffusée dans d'autres établissements, parce que le thème abordé aujourd'hui intéresse un public plus large que celui de l'Olympe de Gouges, et c'est une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui nous accueillons plein de personnes différentes. Il y a deux entreprises qui sont là, je reprends les noms, il y a Monsieur Durand et Monsieur Poujade, qui ont fait l'honneur de venir vous rencontrer pour transmettre un petit peu leur expérience. Il y a aussi des gens de TV locale qui sont là pour filmer et faire une vidéo de la prestation d'aujourd'hui. Il y a Madame Laborie et Monsieur. Je la remercie d'être là. Et puis il y a Madame Traki aussi qui est présente, puisqu'elle représente la CPME Occitanie, qui est derrière moi, qui fait le lien entre le monde de l'entreprise et puis évidemment l'école. Voilà. Je vous laisse un petit peu dire le fonctionnement, le déroulement de cet après-midi, qui est là un petit peu pour ouvrir le champ des possibles. On parlera métier, on parlera formation, on parlera aussi nouveaux métiers, puisque on va explorer aussi des champs un petit peu nouveaux, des champs professionnels qui sont encore à construire, et c'est l'idée de la présentation d'aujourd'hui. Voilà. Madame Traki. Bonjour à tous, donc je suis Julie Traki, comme l'a dit Monsieur Guillemet, que je remercie aussi de nous accueillir dans ce lycée. Je représente la CPME Occitanie, donc c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. C'est un syndicat patronal, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, c'est un syndicat qui est là pour représenter les chefs d'entreprise, et plus particulièrement les chefs d'entreprise de TPE-PME. Donc ça, c'est notre rôle, et mon rôle au sein de la CPME Occitanie, c'est de faire le lien entre vous, les jeunes, et les entreprises, parce que vous êtes peut-être, sûrement, de futurs salariés ou de futurs chefs d'entreprise. Alors, notre objectif aujourd'hui, avec cette table ronde, c'est d'aborder en fait les métiers du développement durable, donc de ce secteur d'activité que vous connaissez peut-être, qui est assez large. Derrière développement durable, il y a beaucoup de métiers, beaucoup de sous-secteurs. Donc voilà, on a choisi de faire intervenir des entreprises différentes pour parler du développement durable. Alors cette table ronde, elle a été faite conçue avec différents partenaires, donc votre lycée, le lycée Olympe de Gouges qui nous accueille aujourd'hui et que je remercie encore. Vous qui finalement êtes aussi partenaire de l'événement, puisque vous êtes là pour écouter et puis aussi pour questionner. Les entreprises, donc Monsieur Durand de Cosinergie, Monsieur Poujade de Terroir et Communauté, et puis deux apprentis qui ne sont pas là mais qui ont préparé des vidéos qui viennent de l'entreprise Le Drive Tout Nu, donc on découvrira tout à l'heure. Les élèves et les enseignants de la classe passerelle du lycée Antoine Bourdelle à Montauban, qui ont préparé des questions pour les apprentis. Les élèves et les enseignants de la classe SECPA du lycée Maréchal Lannes à Lectoure, dans le Gers, et l'association TV locale, que M. Guillemet a cité tout à l'heure, qui est là pour filmer, puisqu'après, l'objectif, c'est de construire un film qui puisse être utilisé et écouté par des jeunes comme vous qui veulent se renseigner sur la thématique du développement durable. Alors, la première partie de cette table ronde, c'est évidemment de vous présenter les intervenants qui sont autour de cette table, ou alors qui sont là par la pensée, on va dire, qui ont fait ces vidéos. Donc comme je l'ai dit, vous découvrirez Pauline Filleul et Aurélia Désigné, qui sont toutes les deux apprenties au sein de l'entreprise Le Drive Tout Nu, qui est une entreprise toulousaine. Donc Pauline, elle est apprentie, elle est assistante de communication, et Aurélia Désigné, elle est apprentie ingénieure agricole. Donc vous voyez que c'est deux métiers complètement différents dans une entreprise qui est dans le secteur du développement durable. Ensuite, vous avez Monsieur Nicolas Durand, qui est présent, qui est fondateur et dirigeant de Cosinergie. Donc il va revenir un petit peu sur son parcours et vous présentera aussi son entreprise. Et Monsieur Poujade, Jacques Poujade, qui est consultant à Terroir et Communauté et qui reviendra aussi sur son parcours. On va démarrer donc avec vous, Monsieur Durand. Alors, donc on a une première question qui vient d'un jeune de SECPA.
Cela fait combien d'années que vous faites ce travail? Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Durand, j'ai 38 ans et j'exerce le métier de chef d'entreprise depuis 15 ans. Donc en fait, c'est le seul métier que j'ai fait puisque j'ai démarré après mes études à 23 ans. Et alors, en quoi consiste le métier de chef d'entreprise? Je dirais qu'il est différent selon le stade de l'entreprise. Voilà, donc quand on crée une entreprise, donc moi j'en ai créé deux. Quand on crée une entreprise, au départ, on est beaucoup au commerce. Et puis petit à petit, le métier va changer. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui a 60 collaborateurs et on va être plus à la gestion que directement sur le commerce ou la technique. Quelle formation avez-vous fait pour faire ce métier? Très bien. Alors moi, j'ai fait d'abord un bac scientifique, puis une école de commerce. Et c'est suite à cette école de commerce que j'ai créé ma première entreprise. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que pendant l'école de commerce, j'ai fait énormément de stages en fait. Voilà. Il y avait encore assez peu d'apprentissage à mon époque, mais des stages, j'en ai fait 5. Donc chaque année, même quand c'était facultatif, j'ai fait des stages et j'ai énormément appris de ces expériences-là. Même si c'était quelques mois, pour moi, ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Et le jour où je me suis lancé, j'avais déjà une connaissance un peu plus large que si j'étais juste sorti des études. Alors, j'ai juste une question supplémentaire. Quand vous avez créé votre entreprise, est-ce que vous avez été accompagné par un organisme ou vous êtes lancé, c'est par les expériences que vous avez eues en stage que vous avez eu finalement ce bagage entrepreneurial? Alors, il y a eu effectivement le stage, mais j'ai été accompagné à plusieurs niveaux. Donc, en fait, l'entreprise, je l'ai créée avec un associé que j'avais rencontré dans ma dernière année d'études. Donc, lui avait fait une école d'ingénieur et sa dernière année, elle était avec moi à TBS, à l'école supérieure de commerce de Toulouse. Et donc, on a travaillé sur le projet de la création d'entreprise dans le cadre scolaire. Donc, tout au long de l'année. Et à la fin de l'année, on s'est dit, on va la lancer. Voilà. Et donc, on a créé cette entreprise avec, je dirais, nos peu d'économies d'étudiants. Et on a ensuite sollicité les différents dispositifs qu'il existe sur le département ou la région ou même des subventions nationales. Donc on a été accompagné par différentes associations et on a eu différents prêts d'honneur et subventions pour démarrer l'entreprise. Voilà, donc je ne vais pas vous les citer, ils ont encore évolué aujourd'hui, mais il y a des dispositifs qui existent et qui peuvent accompagner la création d'entreprises en France. Ça fonctionne assez bien. Voilà. Alors on va passer à vous, Monsieur Poujat. Même question, on va l'écouter, on va prendre le temps de l'écouter. Cela fait combien d'années que vous faites ce travail? Idem, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours professionnel? Oui, bonjour, donc je m'appelle Jacques Poujade, je suis juste un tout petit peu plus âgé que mon voisin de gauche. En fait, j'ai démarré comme lui, parce que moi j'ai aussi un bac scientifique et j'ai fait moi aussi une école de management et gestion, c'est sur Bordeaux, enfin c'est l'équivalent sur Bordeaux de TBS. Après, sauf que contrairement à lui, j'ai pas créé une entreprise de suite. J'ai eu pendant de très nombreuses années et décennies un parcours comme cadre et dirigeant dans diverses entreprises, comme salarié. J'ai travaillé dans la grande distribution, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans la promotion immobilière. Et puis en 1993, quand a été créé Éco-Emballage, vous savez, Éco-Emballage, c'est les deux petits points verts, là, c'est le recyclage des emballages. J'ai été recruté pour créer l'activité sur le quart sud-ouest de la France. Voilà. C'est à ce moment-là où je suis tombé dans l'environnement, développement durable, etc. Et je ne l'ai pas quitté depuis. Et après Éco-Emballage, j'ai passé quelques années chez un grand prestataire de collecte, Veolia, et j'ai finalement créé mon entreprise sur le tard, il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Et donc, alors mon entreprise, c'est une entreprise de conseil. Je suis consultant, j'accompagne principalement les collectivités locales dans l'organisation du service public de gestion des déchets. Alors, le service public de gestion des déchets, c'est un bien grand mot, hein, mais c'est la collecte des déchets, des ordures ménagères, mais aussi des recyclables. C'est le traitement. Alors, vous avez à Montèche un des centres de traitement les plus importants de la région,
à côté, hein. C'est aussi donc la valorisation. Et c'est tous les métiers qui vont autour. Donc les collectivités locales ne sont pas forcément structurées. D'abord, ont besoin d'un œil extérieur et ne sont pas forcément structurées, ni ont forcément toutes les compétences, toutes les expertises dans ce métier, parce qu'il y a également des aspects financiers, il y a des aspects juridiques, et donc je les accompagne sur tout cela. Sachant que je suis basé, en ce qui me concerne, à côté de Montauban, donc je suis un petit peu du coin, et je travaille France entière, même un peu en Guyane, mais je travaille beaucoup, notamment avec le Grand Montauban, voilà, mais pas uniquement. Merci. Vous avez un petit peu répondu à la question suivante, en quoi consiste le métier de consultant. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites au quotidien? Quelles sont vos tâches quotidiennes? Je vais vous donner des exemples. Le Grand Montauban a décidé... le Grand Montauban a 2 déchetteries. Une qui est trop petite au sud et une qui est totalement obsolète au nord. Donc je les ai accompagnés dans la définition de leur future déchetterie. C'est-à-dire, si vous voulez, je fais un peu comme l'architecte, un architecte de déchetterie, quoi. C'est-à-dire que celle du sud, j'ai prévu... je leur ai proposé de faire par exemple le dépôt des déchets verts au sol parce que les déchets verts, bon, voilà, il n'y avait pas assez de bennes, etc. Donc j'ai refait le plan général. Et puis au nord, sur un terrain que le Grand Montauban avait acheté, je leur ai refait le plan d'une nouvelle déchetterie beaucoup plus grande que l'ancienne, moderne, 100% à plat, etc. Et avec une recyclerie. Une recyclerie, c'est un lieu où on réemploie les déchets. C'est-à-dire, par exemple, on prend un meuble cassé, on le répare et on le revend. Où on prend, les gens amènent par exemple une machine à laver qui marche plus, on la prend, on la répare et on la revend. Et notamment, ça permet de faire travailler des gens en difficulté d'emploi et en insertion. Voilà. Donc je leur ai fait le schéma général de tout ça. Je les ai accompagnés dans le choix du maître d'œuvre et qui va vraiment concevoir précisément la déchetterie, rentrer dans les détails et qui va après sélectionner les entreprises et suivre les travaux. Voilà, et maintenant, j'accompagne le Grand Montauban dans le choix de l'exploitant qui va exploiter la déchetterie et qui également va collecter les déchets ménagers, recyclables ou pas. Voilà. Là, c'est un exemple, hein, mais je passerai du temps à vous en donner d'autres. En fait, j'accompagne les collectivités dans les modalités de collecte, de traitement et de valorisation des déchets que nous tous produisons. Merci. Alors, pour terminer cette première partie, donc on va passer une petite vidéo de Pauline Filleul qui va nous présenter la structure, le Drive tout nu, qui est apprenti en communication. Le Drive tout nu, c'est un drive zéro déchet et responsable. Donc c'est un drive alimentaire, cosmétique et de produits ménagers, donc qui est juste à côté de Toulouse. Donc on a ouvert le premier drive, Salomé et Pierre, les fondateurs, ont ouvert le premier drive à Balma, à Beauzelle, pardon, parce qu'on vient d'ouvrir un second drive à Balma. Mais ils ont ouvert le premier drive à Beauzelle il y a 1 an et demi, 2 ans de ça. Et donc en fait, c'est un drive alimentaire. Vous faites vos courses sur Internet, comme pour citer les concurrents, par exemple Carrefour ou Auchan, vous faites vos courses sur Internet, vous validez votre paiement et vous pouvez venir récupérer votre commande dans les 1 heure qui suivent au drive, sauf qu'en fait, ce sont des produits sans emballage, sans carton, ni plastique, qui sont vraiment bruts, avec des producteurs qui sont pour la plupart à moins de 100 km du drive tout nu, donc des producteurs locaux, on travaille avec des producteurs locaux, et vraiment le but c'est de rendre le tout presque zéro déchet et surtout responsable, de lutter contre le gaspillage, contre les déchets, contre cette surconsommation du plastique. Enfin, vous devez le voir vous-même quand vous achetez vos courses et que vous achetez par exemple des poivrons, et les poivrons vont être emballés dans du plastique, ce qui n'a aucun intérêt puisque ce sont des fruits et des légumes et ils n'ont pas besoin d'être enroulés dans du plastique. Et donc voilà, on vous propose aussi des produits ménagers. Pour les filles, il y a aussi des solutions hygiéniques, des crèmes pour le visage, il y a aussi des livres. Mais voilà, majoritairement, c'est de l'alimentation et c'est très bon. Et
et c'est vraiment chouette. Pour être complet par rapport à vous, par rapport au métier que je fais, bon, je vous ai dit quelle avait été ma formation. C'est absolument pas... enfin, le parcours que j'ai eu et la formation que j'ai par rapport à ce que je fais, c'est totalement atypique et difficile à reproduire. En fait, le métier que je fais, la plupart des personnes qui font le même métier que moi, en fait, ils ont fait soit une école d'ingénieur, bon, type INSA à Toulouse ou ENGES à Strasbourg ou ENSIL à Limoges, une école d'agronomie, ingénieur agro, ou alors ils ont plutôt des bacs plus 5 avec spécialité environnementale. Hein, voilà. Pour travailler dans le domaine technique de la gestion des déchets, alors c'est pas obligatoire la preuve, mais c'est plutôt, si ça vous intéresse de travailler dans l'environnement, c'est plutôt ce type de parcours-là, pour être concret par rapport au choix que notamment les terminales devront faire bientôt. Quand on fait une école de gestion et management, il est rare qu'on arrive à la place où je suis, mais vous ferez d'autres choses, hein, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Durand, sur le parcours de la formation d'un chef d'entreprise? Je pense qu'il y en a 10 000 en fait. Il n'y a pas de... Pareil, il n'y a pas de formation pour être chef d'entreprise particulière. Oui, donc effectivement, tout type de formation, ou sans formation d'ailleurs, hein, on peut devenir chef d'entreprise. Donc ça, c'est un des avantages. Hein. Donc il y a régulièrement des chefs d'entreprise, parfois très connus, qui revendiquent le fait d'avoir pas fait d'études. Après, moi, si j'ai plutôt un conseil à vous donner, c'est plutôt faites les études. Et puis petit à petit, ça va vous permettre de réfléchir, de voir des choses, hein, et un jour d'avoir une idée qui vous motive pour lancer une entreprise. Voilà. Moi, j'aurais plutôt ce conseil-là. Mais voilà. Après, si je peux rebondir, alors je pense que ces dispositifs n'existaient pas quand vous avez fait vos études, mais maintenant il y a un dispositif qui s'appelle le statut national d'étudiant entrepreneur, qui vous permet en fait de faire vos études et à côté en fait d'avoir des personnes, un organisme qui vous accompagne si vous avez une petite idée de projet, de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise, et vous pouvez concilier vos études et avoir un petit temps pour avoir ce statut d'étudiant entrepreneur, et vous pouvez par exemple substituer votre période de stage à une période où vous allez être accompagné sur votre projet de création d'entreprise. Donc ça, c'est des choses qui datent de 4-5 ans, mais qui sont ouvertes en fait dès le BTS. Donc dès l'année prochaine, s'il y en a qui ont des idées, vous pouvez accéder à ce dispositif-là. On va vous passer une autre vidéo d'Aurélia Désigné, qui est ingénieure agricole, qui va donner une définition sur ce qu'est le développement durable. Alors c'est peut-être une définition que vous connaissez, mais voilà, on va la laisser s'exprimer. Bonjour à tous, merci aux 9 étudiants qui ont participé à ce questionnaire. Je suis donc Aurélia, vous me connaissez normalement, ingénieure agricole en alternance au Drive tout nu. Et voilà, je suis ici pour répondre à vos questions que vous avez posées. Donc première question, qu'est-ce que le développement durable? Alors le développement durable, la définition que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a donnée vers 1980 je pense, c'est de contribuer à nos besoins actuels sans compromettre les besoins des générations futures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça repose sur 3 piliers en fait. Le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique bien sûr. Ce terme-là est un petit peu critiqué récemment en fait. On préfère parler de transition écologique ou d'autres choses maintenant, parce que le pilier économique, en fait, il y en a certains qui disent que peu importe, si on reste dans notre technique actuelle de toujours consommer plus, c'est-à-dire produire plus, etc., c'est impossible finalement de lutter pour le pilier environnemental, parce que plus on doit construire des choses, plus il nous faut du matériel, et du coup plus on va chercher le matériel dans la nature, etc. De la même manière, au niveau économique, du coup c'est réduire les inégalités entre pays du Sud et pays du Nord, comme on y pense beaucoup, mais aussi et surtout dans nos pays à nous, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en France on a aussi énormément d'inégalités.
Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que si on continue comme ça, vous avez bien vu de toute façon les changements climatiques, la température qui augmente, qui va peut-être contribuer à une augmentation des océans. Du coup, on va avoir des personnes qui vont même plus pouvoir vivre sur leur terre. Et même sans ça, donc ça c'est les problématiques actuelles, même sans ça en fait on a toutes les problématiques pour le futur, enfin je veux dire pour notre futur à nous aujourd'hui, enfin vraiment maintenant on peut le dire que nous on sera impactés plus tard, mais aussi si vous voulez des enfants plus tard, qu'est-ce qu'on va laisser en fait comme monde. Donc c'est très important si on veut continuer à pérenniser notre espèce entre guillemets quoi, de gérer les ressources en fait, c'est ça le développement durable, c'est se développer en gérant les ressources. Une deuxième question donc à Jacques Poujade. Comment vous est venue l'idée du développement durable? Comment vous avez venu l'idée de travailler dans le développement durable? Plus précisément, pourquoi avoir voulu travailler dans le domaine de la gestion des déchets et quel est finalement ce secteur? Alors j'ai pas du tout eu l'idée, hein, j'y suis tombé par hasard. En fait, au début des années 90, je développais des grands projets immobiliers pour une filiale d'un groupe de bâtiments. Et puis, c'est la première guerre, enfin vous êtes trop jeune, mais c'est la première guerre du Golfe. Il y a eu une crise immobilière importante, ce qui fait qu'en fait, je me suis retrouvé avec une baisse d'activité très forte. Donc, il a fallu que je change de job, quoi. Et à ce moment-là, la société Eco-Emballage venait juste de se créer. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Eco-Emballage, c'est les deux points verts. Hein, c'est l'éco-organisme qui est en charge d'accompagner les collectivités locales dans le recyclage et la valorisation des emballages ménagers. Donc, en fait, ils cherchaient quelqu'un un peu autonome, enfin bon, qui avait un certain nombre de caractéristiques qu'apparemment je devais avoir. Et puis ils m'ont recruté, quoi. Et c'est là où je suis tombé, enfin, dans une des branches du développement durable, hein, qui est le recyclage. Alors entre parenthèses, ça veut dire que à condition d'être un peu adaptable et puis d'avoir envie, et on peut tout à fait changer totalement d'activité professionnelle à tout moment, et puis rebondir dans de bonnes conditions. Et donc j'ai accompagné les collectivités locales pour la mise en place du tri, c'est-à-dire les bacs jaunes, si vous voulez, que vous avez à Montache et partout, on me les doit un petit peu, mais enfin partout dans le quart sud-ouest. Enfin, c'était mon job, j'étais payé pour ça. Et une fois que tout ça, ça a été mis en place au milieu des années 2000, j'ai quitté Eco-Emballage et j'ai été recruté par la société Veolia, donc qui est un groupe mondial là, de collecte et de traitement des déchets. Donc j'ai continué dans cette activité-là, groupe que j'ai quitté donc en 2014 pour créer mon activité de conseil. Voilà, donc le développement durable, ça me passionne, ça m'a vite passionné. Mais en ce qui me concerne, j'y suis pas allé. Je vous mentirais si je vous disais que j'y suis allé exprès. Hein. Je suis tombé dedans par hasard et ça m'a beaucoup plu et j'y suis resté. Et j'ai développé d'autres compétences sur le sujet. En tout cas, si je voulais juste résumer et conclure mon intervention sur ce sujet, c'est sûrement, quelle que soit l'activité qu'on mène dans un métier autour du développement durable, c'est sûrement un moyen de donner du sens à son activité. Parce que j'ai l'impression, alors notamment en plus je travaille auprès des collectivités locales, donc j'accompagne le service public au quotidien, donc j'ai l'impression que ce que je fais, c'est une activité qui sert à quelque chose. Et outre que ça me fait vivre, bon, comme un travail doit faire vivre tout un chacun, j'ai aussi la satisfaction, à travers mon action, de servir à quelque chose et d'aller dans le bon sens. Voilà. Donc le développement durable, ça donne du sens à l'activité professionnelle que l'on a. Et en tout cas, ça donne du sens à la mienne. Alors, une autre question pour Nicolas Durand. Qu'apporte votre entreprise à l'écologie? Alors, selon vous, qu'apporte votre entreprise à l'écologie? Et donc, si vous pouvez nous présenter un peu plus Causenergie que vous n'avez pas encore présenté. Oui, effectivement. Donc, c'est vrai que je ne vous ai pas encore présenté mes entreprises. Donc, j'avais d'abord eu une première entreprise qui s'appelait Panosol et qui faisait de la vente et de l'installation de systèmes solaires, thermiques et photovoltaïques, des panneaux solaires. Ça, c'était ma première entreprise juste après mes études que j'ai ensuite vendu à Engie, voilà, un groupe de l'énergie. Et Causenergie, donc l'entreprise que j'ai créée il y a 7 ans, donc elle réalise des travaux de rénovation énergétique. Est-ce que l'un d'entre vous saurait donner un exemple de travaux de rénovation énergétique? Des puits de lumière. Alors, des puits de lumière, oui.
Si, ça fait partie, tout à fait. C'est pas forcément le plus connu. Oui. Isoler les toits, effectivement. Donc ça fait partie de ceux qui se réalisent le plus en ce moment. L'isolation à 1 euro. Alors l'isolation à 1 euro, mais l'isolation de quoi? Des murs, ouais. Ça existe effectivement. Donc ça existe effectivement, l'isolation des murs, ça peut se faire par l'intérieur, par l'extérieur. Et effectivement, sous condition de ressources, on peut parfois avoir ces travaux-là pour 1 euro. C'est vrai. Bon, mais c'est bien. Donc il y a également tous les systèmes de chauffage. Voilà, et, avec des énergies renouvelables. Ça peut être des pompes à chaleur, ça peut être des systèmes solaires thermiques, ça peut être des chaudières à granulés. Voilà, ça s'appelle les systèmes biomasse. Donc il y a plein de systèmes en fait qui existent aujourd'hui et qui permettent de faire des économies d'énergie. Donc soit de mieux isoler sa maison pour consommer moins d'énergie, soit d'avoir des systèmes qui consomment moins d'énergie pour faire le chauffage, la climatisation ou même produire l'électricité. Voilà, donc ce que fait Cosinergie, c'est ça. Et donc on intervient chez les particuliers et généralement on leur permet de réaliser 30% d'économie d'énergie. Voilà, en moyenne. Donc ça veut dire des économies de CO2 et également des économies financières. Donc du coup, qu'est-ce qu'on apporte en écologie? On va dire, voilà, ça va être surtout sur le CO2, mais on va aussi apporter du confort et des économies financières aux particuliers. Donc c'est pas directement l'écologie, mais c'est aussi le développement durable. Donc on est assez, on est assez fiers de nous et c'est assez satisfaisant quand on voit des particuliers qui s'attendaient pas à réaliser autant d'économies ou à avoir autant de subventions pour réaliser des travaux. Donc c'est vrai qu'on a quand même une satisfaction à travailler dans le développement durable et à participer à la transition énergétique. J'ai pas mis cette question, mais je sais qu'elle y était. Vous avez combien d'agences? Alors, c'est vrai que Cosinergie aujourd'hui grandit depuis sa création. Donc aujourd'hui, on a une couverture nationale avec 9 agences. Voilà, c'est une société qui est en croissance, qui réalise l'an dernier 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 60 collaborateurs et 200 entreprises, installateurs agréés. Travaillez-vous uniquement dans des maisons? Alors aujourd'hui, oui. Donc aujourd'hui, ça va être, on va dire, les maisons et les appartements. Mais aujourd'hui, Cosinergie ne va pas rénover des lycées. Bon, celui-là, on n'a pas besoin, puisqu'il est tout neuf et je pense aux dernières normes environnementales. Mais voilà, on ne fait pas de logement collectif ou de tertiaire. Donc ça va être l'habitat individuel, que ce soit une maison ou un appartement individuel. Quel type de matériaux utilisez-vous? Ah oui. Et alors, on va utiliser tout type de matériaux. Alors c'est vrai, on a avec une préférence pour le biosourcé, mais qui n'est pas toujours le premier prix. Voilà. Donc du coup, on va essayer de répondre à chaque cas de figure en fonction à la fois du bâti existant et des moyens de chaque foyer. Voilà. Donc la tendance est au biosourcé, c'est quelque chose qui va être de mieux en mieux valorisé dans la nouvelle réglementation thermique du bâtiment. Mais je dirais qu'aujourd'hui c'est en progression, mais c'est pas toujours les matériaux biosourcés qui sont proposés encore aujourd'hui sur le marché. Voilà. 5e question à Monsieur Poujade. Quels conseils donnez-vous aux gens pour participer au développement durable? Alors voilà, quels conseils nous donneriez-vous pour participer au développement durable? Quels gestes simples, j'ai rajouté quelque chose, quels gestes simples sur la gestion des déchets pouvons-nous adopter? Voilà. J'allais répondre un petit peu dans ce sens-là. En fait, tout le monde peut participer au développement durable. Alors, vous n'êtes pas encore en situation, vous n'avez pas de maison ni d'appartement, donc d'investir et de faire travailler l'entreprise de Monsieur Durand. Mais vous, déjà un jour, mais aujourd'hui déjà au quotidien, si vous triez vos déchets, si vous utilisez un petit peu moins d'eau,
Pas rester, c'est basique, mais pas rester 1 heure sous la douche, le temps qu'il faut, mais voilà. Éviter de consommer trop d'eau, éteindre la lumière quand vous quittez une pièce, trier correctement ses déchets, je l'ai dit. Marcher à pied ou en transport en commun quand on peut, plutôt que là aussi ça vous concerne pas encore, mais ça va vous concerner bientôt, hein, plutôt que de prendre la voiture pour faire 500 mètres. Utiliser les vélos assistance électrique pour faire des trajets un petit peu plus longs plutôt qu'une voiture. Enfin, c'est juste un questionnement qu'il faut vous poser à chacun. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire? Et vous vous rendez compte que à tous les âges, on peut faire. Et plus on a de responsabilités, et plus enfin, voilà, le jour où on a une voiture, le jour où on a une maison, etc., ben on peut faire des choses. Simplement, il faut bien se poser la question, d'une part, d'abord, et se dire que c'est de la responsabilité de chacun. Je vais vous raconter une histoire très courte, mais qui d'ailleurs n'est pas de moi. C'est l'histoire du colibri. Alors, il y avait dans la savane un grand feu, enfin un grand incendie, et puis tous les animaux de la savane fuyaient, puis il y avait un petit colibri. Vous savez ce que c'est un colibri? C'est un oiseau grand comme ça, avec un long bec, mais il est minuscule. Puis il y a le colibri qui amenait une demi-goutte, qui repartait, qui amenait une demi-goutte, qui repartait. Alors l'éléphant qui passe à côté en fuyant, lui dit: mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. Il dit: ben, je fais ma part. Voilà. Et chacun, au niveau où il est, même s'il est tout petit colibri, il peut prendre sa part. Ah oui, j'avais oublié, mais effectivement, par rapport au self, il n'y a pas que les déchets, hein. Le gaspillage alimentaire, par exemple. C'est-à-dire prendre moins, prendre juste ce qu'on va manger pour pas en laisser la moitié dans l'assiette. Bon, déjà, ça... Le geste développement durable, il passe par là aussi. Et donc la dernière question, c'est pour compléter, aborder une notion que vous connaissez peut-être ou pas, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc c'est Pauline Filleul qui va nous expliquer ce que c'est. Bonjour à tous, moi c'est Pauline Filleul, comme vous le savez sûrement. J'ai 23 ans, je suis en Master 2, Communication responsable, développement durable et RSE, un titre un peu long mais qui veut dire plein de choses à la fois. Je fais mes études donc au sein de ce master à Bordeaux, à Sub de Pub. C'est une école de communication, de publicité vraiment chouette. Et j'ai trouvé mon alternance ici même à Toulouse, là où je suis confinée, au sein du Drive tout nu. Je vais répondre aux questions que vous nous avez envoyées, et d'ailleurs je vous remercie parce qu'elles sont très intéressantes et très variées, donc c'est vraiment cool. Et la première question, c'est: qu'est-ce que la RSE? Alors, pour moi, et pas que pour moi, parce que c'est un peu une définition établie d'ailleurs qui a été définie il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'avant on parlait pas de RSE, les entreprises n'avaient pas une politique RSE du tout, donc c'est un terme qui a été défini vraiment il y a pas longtemps du tout. Et donc la RSE, c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur notre société en général. Et en fait, il faut savoir que donc la RSE, c'est un terme, c'est trois chiffres, pas du tout, 3 lettres. Et en fait, ça veut dire mot pour mot responsabilité sociétale des entreprises. Et ce terme, en fait, c'est l'ensemble des pratiques qui sont mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable, que sûrement Aurélia vous a déjà expliqué ou alors va vous expliquer dans sa vidéo qui va suivre. Et en fait, pour faire court, c'est c'est une entreprise qui est économiquement viable, qui a un impact positif sur la société, comme j'ai déjà dit, mais qui respecte l'environnement aussi. Donc en fait, la RSE ne va pas sans le développement durable, et le développement durable ne va pas sans la RSE. Est-ce que toutes les entreprises peuvent la mettre en place? Peuvent la mettre en pratique? Je recommence. Est-ce que toutes les entreprises peuvent la mettre en pratique? Oui, bien sûr. La réponse est oui. Oui, un grand oui. Et même, ça devient de plus en plus obligatoire, parce que maintenant, on fait attention à ce que les entreprises aient une politique RSE. Il y a des lois qui sont obligatoires, qui sont mises en place. Par exemple, une entreprise RSE, c'est qui favorise la diversité, qui fait attention à l'égalité homme-femme, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. C'est pas encore le cas partout. C'est une entreprise qui garantit de bonnes conditions de travail à ses salariés.
qui fait attention à ses salariés, qui est ouvert au dialogue et qui discute. Il n'y a pas seulement une hiérarchie, qui est une hiérarchie bien sûr, mais qui est une discussion entre tout le monde. C'est favoriser l'emploi local, c'est-à-dire embaucher des personnes qui sont géographiquement proches de l'entreprise. C'est utiliser des technologies plus propres, plus vertes, des produits plus verts et plus respectueux de l'environnement. Donc c'est forcément faire attention à son impact environnemental, faire attention à ce qu'on produit, faire attention à ce qu'on renvoie dans la nature, mais c'est aussi lutter contre la corruption et penser surtout au futur de l'entreprise et pas penser qu'à l'instant T. Donc toutes les entreprises peuvent faire ça. Et effectivement, c'est bien sûr très très important parce que faut penser aux générations futures, faut penser à l'avenir de notre planète, mais pas seulement de la planète, de la condition humaine. Donc la RSE ne l'était pas, mais devient obligatoire et c'est très important. Donc, on va passer à la partie des métiers du développement durable. Quel corps de métier regroupez-vous au sein de votre entreprise? Pour Nicolas Durand, est-ce que vous pouvez nous dire tous les corps de métier qui composent votre entreprise? Alors il y en a beaucoup, donc on va avoir des personnes qui vont être plus bureau d'études, donc des techniciens ou ingénieurs bureau d'études. On a même une personne qui est architecte. On a ensuite des technico-commerciaux, donc ça c'est les gens qui auront la double compétence, à la fois la technique et le commerce, pour être en contact avec les clients et signer les contrats. On va avoir des conducteurs de travaux. Donc là, c'est les personnes qui vont programmer et contrôler la qualité des travaux. On a quelques installateurs, mais notre modèle est plutôt de sous-traiter à des entreprises ou des artisans qu'on appelle du coup nos installateurs agréés. Donc ils vont plus être partenaires que salariés chez Cosenergy. Mais ça existe également dans le métier de la rénovation énergétique. On a également bien sûr alors nous on a également des métiers de l'informatique, puisqu'on a également développé tous les logiciels de l'entreprise. Donc là on a un autre univers qui n'est pas directement lié au développement durable, mais qui est également d'avenir. C'est tous les métiers du digital, du numérique, du web. Donc on a des développeurs informatiques qui codent. On a donc un CTO, donc ça c'est le directeur du pôle informatique. Et on a également un directeur produit qui dans le métier va être c'est proche du marketing. Donc il va avoir la mission de comprendre tous les métiers de l'entreprise, discuter avec tous les métiers, les installateurs, les personnes du bureau d'études, les vendeurs, les conducteurs de travaux, et réfléchir à comment améliorer les outils informatiques. Et donc lui, il va faire des maquettes, il va dire je voudrais que ce soit comme ça, quand on appuie sur ce bouton, il faut que ça va vite, il ne faut pas perdre de temps. Donc ça, c'est un métier de directeur produit, c'est intéressant aussi. Et dans son cas, c'est lié au métier de la rénovation énergétique. Donc ça c'est large en fait, et on a également les métiers administratifs, donc que ce soit la comptabilité ou que ce soit des métiers plus administratifs directement liés à notre métier, donc pour les demandes de subventions, pour les validations de devis, etc. Voilà, donc ça c'est large, donc il y en a un peu pour tous les goûts, je dirais. Voilà. Une question à M. Poujade. Est-ce que votre secteur d'activité, donc on parle du secteur de la gestion des déchets, est-ce que c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois? Oui. Et peut-être parler au niveau local aussi, oui. Peut-être voir à différents niveaux, au niveau national et puis après au niveau local. Oui, alors depuis un certain nombre d'années, sur la gestion des déchets, le gouvernement pour justement respecter de mieux en mieux les exigences environnementales, des lois sortent qui rendent de plus en plus exigeantes la gestion notamment des déchets. Alors c'est vrai sur tout ce qui est environnemental, c'est vrai au niveau de tout ce qui est économie, énergie, etc. Mais en l'occurrence, pour ce qui concerne plutôt la gestion des déchets, ce qui fait que à partir du moment où il y a des exigences de plus en plus fortes
il y a du travail. Puisque il y a 30 ans, les déchets, c'était ramasser les poubelles et les mettre dans un trou. Alors là, il n'y a aucune valeur ajoutée. Il y avait des gens qui ramassaient les poubelles et puis des gens qui creusaient les trous et qui bouchaient les trous. Maintenant, les déchets, il faut les séparer, il faut trier plusieurs catégories. On va venir très bientôt, là, parce que c'est la dernière loi qui sort, également le tri des biodéchets. Vous savez, les restes, actuellement, les restes de repas, tout ça, ça va dans la poubelle. Bon, sauf quelques personnes qui font un peu de compostage chez eux. Demain, pour une partie de la population, ça va être collecté. On va inciter à ce que ça soit de plus en plus mis dans le jardin, etc. Donc, chaque fois que vous complexifiez un métier, vous créez des emplois nouveaux. Donc il y a des emplois au niveau des opérateurs de collecte, il y a des emplois au niveau des entreprises de recyclage, il y a des emplois au niveau, pour ce qui me concerne, des cabinets conseils et bureaux d'études, parce que comme c'est complexe, ça nécessite de mettre en place, notamment pour les collectivités, des politiques publiques sur le long terme. Elles ont besoin de se faire accompagner, de se faire conseiller pour savoir ce qu'il y a à faire, combien ça coûte, quelle organisation mettre en place, etc. Donc on est vraiment sur un secteur qui, dont l'emploi se développe. Moi, j'ai dû recruter en début d'année. J'ai eu beaucoup de mal. Enfin bon, en plus à Montauban, les jeunes, ils veulent rester à Toulouse ou ils veulent être à Bordeaux, ils veulent pas être à Montauban. Donc voilà. Donc, c'est un secteur qui globalement est en tension. Alors après, sur la région, à partir du moment où ça démarre. Au niveau bac pro, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, débutants, confirmés, dans les entreprises de recyclage, dans les entreprises de collecte, à la Dream à Montèche, il y a du monde qui travaille, dans les bureaux d'études. C'est effectivement un secteur d'activité qui devrait voir encore la demande d'emploi assez forte et se développer. Comme d'ailleurs l'activité de M. Durand. Tout à fait. Tout à fait. Une question justement pour Nicolas Durand. Quelles qualités et compétences faut-il pour intégrer votre entreprise? Alors, qualité et compétences. Je vais commencer par peut-être les compétences qui sont peut-être liées un peu à la formation aussi qui vous intéresse. Donc ça va dépendre, c'est vrai, du poste. Mais de manière générale, on a quand même tendance à regarder soit le diplôme, soit l'expérience. Je dirais que en ce qui me concerne, souvent je vais regarder s'il y a au moins un bac plus 2 ou un bac plus 3 ou une expérience en apprentissage ou quelque chose d'un peu significatif. Voilà, donc ça c'est... voilà. Après, selon les métiers, il faut plus ou moins d'études. Bien sûr, pour le poste d'architecte, il faut un diplôme d'architecte. Voilà. Pour des postes de conducteur de travaux, il faut également des formations liées aux travaux. Donc il y a également des diplômes nécessaires. Mais après, de manière plus générale, je dirais les qualités qu'il faut avoir pour être embauché en entreprise ou pour bien s'en sortir en entreprise, c'est plutôt des qualités, je dirais, d'engagement, des qualités d'esprit d'équipe et de l'envie de travailler, de la capacité de travail. Voilà, quand on est en entreprise, c'est beaucoup ça. Et le chef d'entreprise, je le vois très vite ça. Si les personnes, elles ont vraiment envie et les personnes qui ont envie dans les métiers du développement durable, elles peuvent gravir relativement vite les échelons, parce que comme on le disait, il y a du travail, donc il y a des besoins, et du coup il y a des postes qui se créent, des postes à responsabilité. Donc moi j'ai plusieurs exemples dans l'entreprise de personnes qui sont arrivées à la fin des études et qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité. Voilà. Donc en 2 ans, 3 ans, on peut avoir des postes à responsabilité avec du management. Et c'est vrai que ça, c'est une opportunité, je pense, qui est plus forte dans les métiers en croissance. Et les métiers du développement durable en font partie. Voilà. Alors, 4e question à Jacques Foujade. Travaillez-vous avec la filière textile? Question très précise. Est-ce que vous travaillez en lien avec la filière textile? Et donc, j'ai ouvert un peu la question avec quel type de secteur, en dehors du secteur de la gestion des déchets dont vous avez parlé, avec quel secteur vous travaillez? D'abord, quand on parle de gestion des déchets, c'est les déchets notamment qu'on voudrait qu'il n'en soit plus. Donc il y a dedans, effectivement, il y a le textile, mais il y a le bois, il y a
il y a l'électroménager, enfin il y a plein de choses. Donc en fait, le positionnement d'un cabinet conseil comme le mien, effectivement, est en lien avec tous les secteurs de la valorisation. Alors, quand on parle de textile, c'est textile usagé, hein. Enfin, c'est des vêtements qu'on porte plus et qu'on peut donner pour soit qu'ils soient défibrés, soit qu'ils soient réutilisés, etc. On travaille effectivement avec tout. Enfin, dès lors que vous jetez quelque chose et qu'on peut en faire quelque chose, soit en le réutilisant. Ah oui, un truc c'est important parce que en fait, quand on parle, si vous devez garder quelque chose, de ce qu'on vous dit, c'est, vous savez, il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau, c'est le réemploi, c'est-à-dire cette bouteille là, une fois que je l'aurai vidée, bu, ben, je vais remettre de l'eau du robinet, je la mettrai dans ma voiture et ça me servira. Donc je la réemploie. Si cette bouteille, je ne la réemploie pas, je la mets dans le bac jaune et à ce moment-là, elle est recyclée pour faire autre chose. Donc ça, c'est le deuxième niveau, c'est le recyclage. Le troisième niveau, je me trompe, je la mets dans ma poubelle à Montauban. À Montauban, il y a un incinérateur qui brûle, mais qui valorise parce que il y a derrière un réseau de chaleur qui permet de chauffer divers bâtiments. Donc ça s'appelle la valorisation. Donc niveau 1, réemploi. C'est bien qu'on ait ces bouteilles finalement, ça en est l'occasion. Niveau 1, réemploi, je réutilise la bouteille. Niveau 2, je la mets dans le bac jaune, elle est recyclée. Donc elle est transformée en fibre et elle refait du plastique. Recyclage, deuxième niveau. Alors ça, c'est en plus, c'est par ordre de priorité, hein. Troisième niveau, c'est comme c'est du pétrole, je la brûle, mais pas je la brûle pour que ça parte aux petits oiseaux, je la brûle pour chauffer de l'eau, pour après chauffer des appartements, des entreprises. Ça, c'est le troisième niveau, la valorisation. Et puis, malheureusement, le quatrième niveau, c'est le traitement final, c'est-à-dire ici, à côté, à Montèche, là, on met dans un trou et puis on ferme le trou, quoi. Voilà. Je vais regarder cette priorité-là, essayer de réutiliser, après recycler et après valoriser. Et puis éviter, si dans la mesure du possible, de jeter sans utilisation derrière, quoi. Je vais essayer d'être un peu plus succinct parce que c'est dur de tout expliquer en si peu de temps. Ça aurait été si chouette de pouvoir vous rencontrer pour en parler, mais peut-être une prochaine fois. Donc, quel est votre parcours scolaire? Alors, pour faire bref, j'ai eu mon baccalauréat en section littéraire. Après ça, j'avais commencé une licence d'allemand parce que j'adore l'allemand, mais en fait, je me suis très vite rendu compte que faire que de l'allemand, ça m'agaçait un peu. Donc j'ai arrêté cette licence d'allemand, je ne savais pas trop quoi faire et j'ai découvert l'opportunité du service civique. Je vous conseille d'ailleurs, si vous savez pas trop quoi faire après vos études ou pendant vos études, si vous êtes un peu perdu, à vous rendre sur le site du gouvernement, servicecivique.gouv, et c'est des missions très 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 variées. Moi j'ai fait en mission locale, c'est pour des jeunes sortis du système scolaire âgés entre 16 et 25 ans, et donc j'avais des missions de communication mais aussi d'accompagnement pour les jeunes, donc un volet un peu plus social mais qui était trop top. J'ai fait ça pendant 7 mois et on est payé. Ensuite, j'ai intégré la double licence information communication allemand à l'université Bordeaux-Montaigne. Donc c'était une licence en 3 ans. Toutes les licences sont en 3 ans. Et pendant ce cursus, j'ai fait un Erasmus en Allemagne, à Berlin, pendant 6 mois. Et je suis rentrée à l'école Sup de Pub, là où je suis maintenant. J'ai fait un Master 1 marketing événementiel et relations publiques, qui était très top. J'ai fait une alternance déjà pour mon Master 1 à Paris, au sein d'une start-up qui a créé une application de covoiturage qui s'appelle Caros, avec un K. C'était très 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 chouette aussi. Et là, je suis rentrée en Master 2, comme je vous l'ai dit, et je suis en alternance au Drive tout nu. Pourquoi avoir choisi cette formation? Parce que moi, c'était très 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 important de pouvoir lier les études et le côté professionnel, rentrer dans la vie active, avoir de l'expérience, parce qu'on nous demande tout le temps est-ce que vous avez de l'expérience, est-ce que vous avez de l'expérience, sauf que quand on fait des études, c'est compliqué à côté d'avoir de l'expérience, on n'a pas le temps et on nous donne pas les moyens de le faire. Faut aussi être payé, tout travail mérite salaire. Donc j'ai trouvé cette formation qui propose de faire les cours, d'être formée sur une thématique
qui me plaît énormément, mais il y a plein d'autres choses, il n'y a pas que la communication, il y a aussi la publicité, il y a aussi pour ceux qui aiment bien dessiner, il y a le côté graphiste, enfin c'est vraiment, il y a beaucoup de domaines possibles, et donc de pouvoir faire mon alternance à côté de ça, avoir des sous, mais surtout découvrir des milieux complètement différents et avoir l'opportunité de travailler et de mettre à profit ce que j'apprends à l'école. Donc c'est vraiment top. Quels sont les débouchés ? Eh ben, les débouchés en communication, là pour mon master 2, donc communication responsable, développement durable et RSE, ils sont très larges. Je peux travailler dans la communication, dans l'événementiel, dans les relations publiques. Je peux faire que de la RSE, c'est-à-dire vérifier que les entreprises ont vraiment une politique RSE, mais rien n'est obligé, rien n'est obligatoire pardon. Si j'ai envie par exemple, de m'occuper que de la communication d'une entreprise, j'ai le droit. C'est juste un titre de master, mais après le champ, enfin, on n'est jamais obligé de rien, donc beaucoup de débouchés. Et quels sont les avantages pour vous de l'alternance ? Eh ben, je viens de le dire, elles sont nombreuses et je vous conseille vivement de vous renseigner. Ou vous pourrez même m'envoyer un message si vous voulez par mail. Vous pourrez demander mon mail si ça intéresse certains, avec grand plaisir pour vous en parler plus longuement. Donc vous avez ce témoignage intéressant de Pauline qui vous explique un petit peu quel est son parcours. Et finalement qui nous dit qu'avec un master qui est quand même assez spécialisé, avec des mots bien précis, vous pouvez aller vers différentes entreprises, différents secteurs. Donc c'est assez ouvert finalement, et c'est finalement votre volonté aussi qui va compter le plus. Alors on arrive à la fin de cette table ronde. Donc je vais demander à nos deux intervenants de donner des conseils. Quels conseils vous donneriez à ces jeunes qui sont présents pour persévérer, avancer sereinement dans leur projet d'orientation professionnelle? Alors, on en a déjà donné quelques-uns quand même tout au long de l'intervention. Donc, moi je dirais, a priori vous allez faire des études pour beaucoup, mais je dirais de profiter des études pour faire également des stages ou de l'apprentissage. C'est vraiment important. Et ce qui peut être fait aussi, auquel on pense moins, c'est de discuter, peut-être avec les amis de vos parents, les adultes que vous connaissez, les gens en fait qui sont dans le monde du travail. Si vous leur demandez de prendre 10 minutes pour vous parler de leur travail, ils seront très contents de le faire. Et vous apprendrez énormément de choses. Parce que moi je me souviens, étudiant, en fait, on connaît peu de métiers. Voilà. Il y a plein de choses qui existent et si c'est pas directement vos proches qui les font, ces métiers, vous les connaissez pas forcément. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup d'aller au contact des gens en entreprise, au contact des métiers, en plus des études. Voilà. Ce serait ça. Voilà, donc j'ai bien sûr rien enlevé à ce qui vient d'être dit. J'essaierai juste de compléter un petit peu. Donc comme vous l'avez compris, des possibilités d'emploi, elles sont multiples et très 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 variées. Donc la première chose, c'est qu'il ne faut pas vous bloquer sur quelque chose parce que vous avez envie absolument. Bon, peut-être, il est évident qu'un jour vous découvrirez, vous ferez des rencontres, des découvertes, qui fait que vous ferez des choses qui sont très intéressantes, qui vous permettront de vivre correctement et auxquelles vous pensez pas, ou vos parents ne pensent pas, ou votre milieu familial ne pense pas, parce que voilà, ça c'est juste pour compléter. Donc premier point, il faut être ouvert et adaptable. Ça c'est, mais dans sa tête, ouvert. Faut rien vous interdire. Après, on vous assure, il y a vraiment du travail en France. Bon, c'est sûr qu'il y a... alors, je ne vous parle pas de la période actuelle, mais qui est un peu particulière. Mais en dehors de la période actuelle, il y a 3 millions et demi de chômeurs, mais il y a énormément d'emplois qui ne sont pas pourvus. Énormément d'emplois qui ne sont pas pourvus. Donc, c'est pour ça, quand on vous parle d'adaptabilité et d'essayer d'être ouvert à des choses... quand j'étais plus jeune, un jour, on m'a dit, mais de toute façon, t'inquiète pas, il fait toujours beau quelque part. Regardez ça en tête, il fait toujours beau quelque part. Il y a du boulot partout en France, mais pas forcément là où vous voulez être. Où il y a des emplois des types d'emplois qui disparaissent, et puis il y a des nouveaux emplois qui se créent. Et puis c'est la vie depuis, c'est toujours comme ça. Donc voilà.
Alors, et après, une fois que on est devant un emploi, et moi je dirais qu'il faut un peu de talent et beaucoup de travail. Et surtout beaucoup de travail. C'est un peu rabat-joie de dire ça, qu'un gars en face de vous qui vous parle de travail, mais si on a un peu de talent et si on travaille, alors surtout au début, quand on prend un nouveau job, il faut beaucoup s'investir en temps pour bien comprendre, etc. Ce Durand vous l'a dit tout à l'heure, au bout de 2-3 ans, des jeunes qui sont rentrés chez lui, qui avaient envie de bosser, ils ont travaillé, puis ils ont eu vite des postes à responsabilité. Donc un peu de talent, beaucoup de travail, et ouvert au monde et adaptable, et je ne doute pas que vous ferez votre vie comme vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été présents pour cette table ronde. Merci encore au lycée. Merci à vous les jeunes d'avoir été présents, d'avoir suivi la table ronde. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Si jamais vous avez d'autres questions, vous ne voulez pas les poser devant tout le monde, vous pouvez venir poser des questions aux intervenants. Est-ce que M. Guimet, vous avez quelque chose à rajouter? Merci messieurs d'avoir pris de votre temps pour venir rencontrer les jeunes du lycée. J'espère que le message est passé, que ce que vous avez pu leur apporter a été entendu et enrichira leur réflexion et leur avenir. Merci messieurs. En tout cas. Merci. Avec plaisir. Bravo. Merci de votre écoute. Allez, bravo.